peuple de Guinée, merci au peuple de Guinée, le fait de ne pas se lever, la capitale, et toutes nos condoléances à tous nos confrères qui ne sont pas encore venus, les Guinéens de l'étranger, qui n'ont pas leur communication, les réalités vivantes. Leur adresser toutes nos condoléances, mais que cet homme qui est assis devant vous ne peut que regretter, ne peut être que déçu par rapport à ce qu'il n'a jamais imaginé qui pouvait lui arriver. À l'impossible, nul n'est tenu. Voilà quant à la réponse de votre première question. Monsieur le Président, après les événements dramatiques qui viennent de se dérouler, le choc passé, le deuil qui va finir, qu'envisagez-vous concrètement comme mesure pour identifier les coupables, les poursuivre et les sanctionner, de part et d'autre, bien sûr? Oui. Bien avant même, j'ai fait un communiqué, la présidence, le premier, je crois, c'était une commission d'enquête nationale et internationale en rapport avec la justice guinéenne pour voir la situation et, comme vous venez de le dire, qui est coupable, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Je l'ai fait et je crois que les Nations Unies ont déjà eu effectivement cette déclaration, cette grande décision qui d'ailleurs, je pense bien que tous les Guinéens se sont réjouis. Ensuite, c'est moi qui ai jugé nécessaire de demander à l'Organisation des Nations Unies d'un choix digne de nom d'un président africain sage pour la médiation. Troisièmement, j'ai parlé également d'un gouvernement d'union nationale intégrant les partis politiques jusqu'au plus haut niveau. Et donc, je crois favorablement, la communauté internationale a déjà répondu, disons le deuxième volet, qui est le président Blaise Compaoré, qui à ma connaissance est un homme expérimenté, un homme aussi qui est très pondéré, qui est serein, et un homme qui connaît aussi les réalités de l'Afrique, et un homme qui, je pense qu'il est juste par rapport à ce qu'il a déjà fait, juste par rapport au choix qui lui est demandé d'être le médiateur. Ensuite, le médiateur, dans ces négociations, essaiera effectivement de mettre en place, de créer éventuellement le dialogue et faire des propositions concrètes, pas pour le président d'Addis, mais pour la nation, à tous les leaders politiques, à tous les Guinéens de l'étranger, même Guinéens de l'intérieur. Et comme ça, ce grand homme va conduire les élections présidentielle, et pour que cette élection présidentielle soit paisible et acceptée de tous les Guinéens et Guinéens. Et donc, la justice, déjà à ma connaissance, est actuellement en train de prendre toutes les dispositions qui, sous peu de temps, essaiera de faire son travail, et d'ici là que la communauté internationale disons envoie disons des enquêteurs indépendants, aussi indépendants, parce qu'il faut ça, des hommes neutres, et pour réellement en finir une bonne fois, et pour que
la Guinée part aux élections le 31 janvier, et le Guinéen qui va être choisi, que ça soit accepté de tous les Guinéens, et qu'on puisse, que pour ne plus que ces cas malheureux puissent rester comme une tradition. Et ça pourra saper le développement, ça pourra saper l'avenir de la nouvelle génération. Monsieur le Président, il y a quelque chose d'important. Tous les leaders reconnaissent que la Guinée, dans l'état actuel, est ingouvernable. En tout cas, ne peut pas être dirigée par un civil. Pourquoi? Parce qu'il faut faire l'ordre dans l'armée. Si reprenez la question, s'il vous plaît. Tous les leaders reconnaissent, en tout cas en privé, que la Guinée, dans l'état actuel, est ingouvernable pour un civil. Est-ce que vous pensez que vous êtes dans une position où vous pouvez faire l'ordre, mettre l'ordre dans l'armée? Parce qu'on se rend compte évidemment que l'armée ici, c'est un problème. Bon, aussi pour être honnête, parce que l'homme, on est tous appelés à mourir. Et c'est pourquoi, chaque fois que je parle, je jure au nom de Dieu, au nom de mes enfants qui sont innocents. Parce qu'après tout, si je dois jurer, je peux jurer que pour ma personne. Parce que mes enfants sont innocents, mais je ne peux pas jurer au nom de Dieu et à ma progéniture. Il faut avoir la tête sur les épaules pour le faire. Mais si vous voyez un homme le faire, il faut dire que cet homme est honnête. Par rapport à la question, en toute sincérité entre Dieu et moi, à moins que j'ai triché cette nation, à moins que je ne me suis pas sacrifié pour cette nation, par rapport à cette question, si dans mon bureau, le professeur, je le dis, professeur Alpha Condé, que j'ai eu tant de respect par rapport à son âge, m'a dit au bureau que président, même si vous me donnez cette armée aujourd'hui, ce pouvoir aujourd'hui, je ne peux pas être président parce que les militaires vont me faire du mal. Tous les leaders me l'ont dit. Il y avait le dialogue, un dialogue franc, sincère et honnête. Ils l'ont dit pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils savent que 50 ans, leur armée n'est pas une vraie armée républicaine, mais une armée patriotique. Et c'est pourquoi les gens doivent faire la part des choses. Armée patriotique. Cette armée patriotique, c'est comme le cas de la rébellion que je parlais tantôt d'Alpha Condé, qui a été jugé. Il a été pris à la frontière. Quand la Guinée a su qu'elle est attaquée, toute l'armée, toute la population s'est mobilisée pour combattre les rebelles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'armée patriotique. Parce que chacun se sent concerné par rapport à la patrie. L'armée républicaine, que eux-mêmes savent, n'est pas structurée. Cette armée, le statut a été bafoué il y a de cela 50 ans. Et lorsque une armée n'a pas de statut, cette armée, le pays est voué à des cas très dangereux. Parce que le statut, c'est quoi? Le caporal, c'est là où il doit aller. Le sergent, idem. Mais lorsque le statut du soldat, l'homme de la troupe, même de l'officier est bafoué, lorsque le militaire a l'arme avec lui, il n'est pas caserné, il va dormir avec l'arme, chez lui, au quartier, avec sa famille. Et lorsqu'il a des histoires, quand il est fâché, il rentre chez lui, il prend l'arme, il tire en l'air. Et lorsque le militaire ne connaît pas le numéro d'arme, et lorsque le soldat qui doit aller pour une mission n'est pas dans une unité organique, je veux parler d'un groupe élémentaire, de la section, de la compagnie. Parce que l'armée républicaine, c'est quoi? Lorsque le soldat doit se déplacer pour un point B, sa position doit être connue. Lorsque le militaire doit aller à la faction, il est doté d'une arme, son chef de groupe prend le numéro de l'arme, il va à la faction, après la faction, il intègre l'arme, il va dans la caserne, il n'est pas en tenue, il ne se promène pas en tenue. Alors, tous ces facteurs ont été bafoués, donc il y a de cela 50 ans. Et si ils l'ont dit,
ils doivent avoir le courage de me reconnaître. En 8 mois, cette armée m'obéit. Parce que cette armée n'a pas peur de moi. Mais cette armée me respecte. Cette armée est assise sur un espoir. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai vécu avec cette armée. Parce que chez nous, la démocratie dans l'armée, le pouvoir, c'est les armes, la vie ou la mort. Je n'ai pas tapé la poitrine pour prendre ce pouvoir. Il a fallu l'union. Tous les militaires de toutes les identités culturelles, la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Et également les officiers supérieurs, y compris le ministre de la Défense, qui m'ont tous accompagné. J'ai encore un de mes instructeurs. Venez là, s'il vous plaît, mon colonel. Il a été mon instructeur, directeur de l'EMIA. Il est aujourd'hui commandant. Il a été le directeur de l'école. Quand je suis revenu de l'Allemagne, j'ai fait mon baptême dans sa main. Pourquoi cet homme, universitaire de son état, il a même son CID, l'école de guerre, instructeur de son état, pourquoi tous ces hommes-là m'ont choisi pour que je sois président? Est-ce que parce que je suis le plus grand académicien? Est-ce que parce que je suis le plus grand intellectuel? Ou bien parce que je suis le seul à avoir fait l'université? Non, c'est mon honnêteté, mon patriotisme, ma sincérité, parce que je ne connais pas l'ethnie. J'ai évolué comme ça avec la troupe. Après l'Allemagne, je suis allé au front, que je vais vous montrer les photos. Le contingent des Guinéens en Sierra Leone. Je faisais partie. De là-bas, je suis revenu. Après quelques exercices de fonction, je suis reparti en Allemagne pour le cours de capitainerie. Ensuite, je l'ai achevé au cours de parachutiste commando. Je suis revenu. Le cours d'état-major, il a été mon directeur des études avec la coopération française, le colonel Tavernier. Et tout ça pour vous dire que cet homme qui est assis, si les leaders l'ont dit, c'est pour vous dire que les leaders se refusent aujourd'hui parce que simplement, ils veulent aller rapidement au pouvoir. La seule façon, il fallait créer cette situation de trouble pour demander qu'un contingent d'interposition puisse arriver parce que c'est la seule arme qu'il détenait, comme Machiavel l'a dit, que tous les moyens sont bons pour y arriver à son objectif. La population, sachant qu'en 8 mois, la seule capitale au monde qui n'a pas l'eau et l'électricité, en 8 mois, il y a de l'amélioration. Cependant, un des hommes, un des leaders que je respecte, c'est le Dalin, il a été honnête. Il a dit, au moment où il était Premier ministre, ils ont engagé 500 millions de dollars pour l'électricité. Il dit, capitaine Dadis, si vous réussissez dans l'électricité, vous allez vous immortaliser, votre nom va rester dans les annales de l'histoire. Actuellement, il y a l'amélioration au niveau de la capitale, sans compter encore que les groupes ne sont pas installés. En 8 mois, je vais résolver cette situation, l'eau par exemple, et sans compter la lutte contre la drogue. Tous ces leaders qui parlent, Premier ministre et consorts, leaders politiques, pourquoi Premier ministre, le feu général Lansana Conté déjà était affaibli, était fatigué, il a pris le pouvoir, il l'a donné au Premier ministre. Pourquoi ils n'ont pas combattu la lutte? Ils n'ont pas combattu la drogue. En 8 mois, je réussis effectivement à lutter contre la drogue, à éradiquer actuellement, il n'y a plus de trafiquants narcos. Ceux qui se sont échappés, ils sont à l'extérieur, ils sont en rapport, bien sûr, avec eux, parce que c'est de l'argent blanchi qui finance et qui d'ailleurs est à la cause de cette insurrection, parce que ces cartels trafiquants narcos ne sont pas contents, ils ont de l'argent. Et donc, le président Dadis est devenu un obstacle pour ces hommes-là. Il y a tous ces facteurs, sans compter les négociations, les contrats, les grandes promesses qu'ils ont eu à faire aux Occidentaux, à certains gouvernements, pour dire que si je suis président, c'est moi qui peux faire ça pour la France, c'est moi qui peux faire ça pour les États-Unis, c'est moi qui peux faire ça pour ceci, cela. Non, personne ne peut aimer la France plus que moi, parce que c'est la langue de Molière que je parle. Parce que j'ai eu une formation depuis les primaires de la langue de Molière.
j'ai eu la chance d'aller en Allemagne, c'est parce que j'avais maîtrisé la langue de Molière pour une maîtrise parfaite de la langue de Goethe. J'ai eu la chance d'avoir le cours d'état-major de Kwekida avec la coopération française. J'ai ce lien séculaire. Pour vous dire encore une fois de plus, personne ne peut dire qu'il aime encore les Américains plus que moi. Parce que j'ai l'un des plus grands objectifs des Nations Unies, c'est la lutte contre la drogue. J'ai été l'un des éléments à combattre ça. Pas seulement pour la Guinée, mais pour la sous-région, pour l'Afrique et aussi pour le monde. Alors donc, je suis très désolé, en toute sincérité, parce que ces hommes, à travers leur système machiavélique, ils ont causé quelque chose, ils ont mobilisé la masse. Ces hommes ont brûlé, les brûlés de véhicules, j'en passe, mais se saisir, saccager les commissariats de police et la gendarmerie, se saisir des armes de guerre, l'arme de guerre. On parle de marche, on parle de la démocratie. Est-ce que ces armes de guerre, là où nous sommes actuellement à Bellevue, c'est juste à côté où ils ont défoncé la police. Ici, en face, ils se sont saisis les armes avant d'aller à quelques 8 kilomètres. Même pas plus. Ça veut dire que c'était prémédité. Pourquoi se saisir des armes de guerre pour une réclamation au stade du 28 septembre, qui était d'ailleurs interdit, parce qu'on avait un match avec le Burkina Faso. À partir de cet instant, tout le reste était inévitable? À partir de cet instant, tout le reste était inévitable. Du moment que les hommes se sont saisis des armes, leurs partisans, que eux-mêmes ils étaient en tête, ils ont saccagé la sécurité, c'est saisir des armes. Ensuite, la gendarmerie, c'est en ce moment que je suis resté au bureau et comme on dit, il semble-t-il que ceux qui marchent ont saccagé la gendarmerie et la police, mais que les militaires sont là-bas. Je suis sorti juste dans mon bureau. J'ai dit alors aujourd'hui tout est foutu. J'ai dit eh bon sang, tout est foutu parce que je connais, c'est pas la première fois. Et donc j'ai dit à la troupe que je vais aller mourir parce que la masse qui s'en va et qu'on dit qu'ils se sont saisis des armes, parce que c'est un clan des extrémistes qui sont là. Et la présence de l'armée, c'était fatal. Je suis allé chez Ouvert. J'ai d'abord demandé à un de mes hommes de me donner la clé. Je suis monté dans le véhicule, mais il n'y avait pas la clé là-dedans. Quand je demande, on me dit qu'il n'y a pas de clé. Ils sont venus me demander pardon. Que président, il ne faut pas aller là-bas parce qu'ils me connaissent. Ils me connaissent. 3 événements, je lève la main, je dis tuez-moi si vous voulez tuer les généraux. Tuez-moi si vous voulez tuer le général Lansana Conté pour prendre le pouvoir. C'est ce que j'allais faire. Je montais dans le véhicule. Je serais le premier à m'arrêter comme ça, en toute sincérité. Mais ils se sont refusés. Et donc, je reste au bureau. J'étais très très bouleversé. Je m'y attendais déjà à quelque chose. Après quoi, on m'a dit qu'il y a eu des morts et qu'il y a eu des tirs. Parce que je connais cette histoire de grande mobilisation, que les hommes se saisissent des armes. Je connais. Et donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Alors voilà tout le problème. Et donc, pourquoi je dis une armée patriotique, mais pas une armée républicaine? Parce qu'une armée républicaine, le chef de groupe, lorsqu'il a des événements comme ça, tout de suite, le commandant de compagnie est informé, d'échelon en échelon, le groupe ou la section qui doit aller, tout de suite, les armes, on fait sortir les armes, et ce ne sont même pas les armes, parce que si c'est la guerre. Et donc, le chef de groupe qui doit conduire le groupe ou la section, les éléments vont être identifiés avant de monter dans le véhicule. Et s'ils doivent aller pour
essayer de cadrer, on vérifie, si c'est pour peut-être effrayer les hommes, on vérifie s'ils n'ont pas de munitions pour qu'ils puissent aller. Et donc ils s'en vont, ils vont au lieu, au retour. S'il y a des dégâts, ils sont responsables parce qu'ils ont été identifiés devant le chef de section. Et si c'est par exemple 2 ou 3 groupes qui doivent aller, donc ces éléments sont identifiés. Ça, c'est ce qu'on appelle l'armée républicaine. Parce que le caporal, le soldat, le sergent ne peut pas détenir une arme sans l'autorisation de son chef de groupe. Et donc, c'est une armée qui n'est pas structurée. Et c'est pourquoi j'ai parlé de certains éléments incontrôlés. Parce que l'armée républicaine, c'est quoi? Chaque jour que vous voyez, il y a un rassemblement. Ce rassemblement, si c'est le commandant de compagnie qui doit venir, tous les chefs de section sont là, avec tous les chefs de groupe. On fait le tour du Mans. On fait le tour du Mans. Les absents, s'ils sont malades, ils sont identifiés. Et le commandant de compagnie donne les instructions. Ceux qui doivent aller à l'instruction, ils vont à l'instruction. Ceux qui doivent aller pour des servitudes, ils vont aux servitudes. Et donc, la position du soldat d'un point A, d'un point B est connue. Le soldat ne va pas dans sa famille avec l'arme. J'ai hérité ça il y a de cela 50 ans. C'est pourquoi, lorsque vous posez votre question, les leaders, cherchant, connaissant ça, ils savaient que puisque janvier, février, au 1er novembre, ça a été la même chose. Ils savent que l'armée, leur armée, parce que ce n'est pas mon armée, à moi seul, ces leaders savent que leur armée, qu'ils ont tant étudié, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'ordre. L'ordre peut ne pas être respecté. Il suffit simplement, comme le cas qui s'est passé, c'est certains de leurs collègues qui ont téléphoné pour dire que les hommes qui marchent, nous sommes menacés. Tac, les hommes... La panique. La panique. La panique. Est-ce que le président, en 8 mois, 50 ans... Monsieur le Président, étant donné ces événements, la Guinée ira quand même aux élections le 31 janvier? La Guinée ira aux élections. Mais vous venez de constater, tout le peuple est dans le deuil. Mais, vous avez vu, la ville est calme, mais le peuple a l'espoir. Vous avez vu tout de suite, quand on venait, le peuple s'est refusé de se lever, mon frère. Ces leaders l'ont fait. Mais ils ont fait les Sciences Po. Ces vieux leaders, Alpha Condé, 1970, il faisait partie de l'agression. Il a été condamné par Sékou Touré à contumace. Feu général Lansana Conté, il a été condamné ici, devant nous. Et c'est le plus rusé. Pourquoi il est rusé et méchant? Il a laissé les autres leaders ici. Il est parti aux États-Unis. Aux États-Unis. Et donc, Dalin est resté, Jean-Marie Doré est resté, Fall est resté, si j'ai bonne mémoire. Oui, il était là. Sidia est resté. Mokhtar, le jeune. Mokhtar, il est resté. Lui, il est parti. Pourquoi il a fait? Il est très rusé. Il a fait pourquoi? Parce qu'il sait que s'il y a la justice, de près ou de loin, si ces hommes-là ont tiré, ces hommes ont tiré. Mais la loi condamne que lorsque tu conduis un mouvement et que tu n'arrives pas à contrôler le mouvement, et que tes partisans se saisissent des armes de guerre, et que tes partisans portent préjudice aux usagers, brûlent les véhicules, et qu'il y ait des morts, tu en es responsable. Et donc, ça veut dire que si demain, la loi, la justice, de près ou de loin, doit condamner, d'une part, ceux-là comme militaires, c'est que ceux-là, les leaders qui sont là, ils vont être certainement condamnés. Je ne dis pas condamnés parce que je dis certainement. Et donc, s'ils sont condamnés, ça veut dire qu'ils sont disqualifiés des élections. Seul Alpha Condé, qui est rusé, il n'est pas disqualifié. Voilà, il a piégé les autres. Il a piégé les autres. Il est rusé, il est méchant. Il le veut, il m'a dit dans mon bureau que président, tant que tu es avec Cellou Dalein, il a même qualifié de voleur de ceci, de cela. Il dit, tant que tu es avec lui, je ne viendrai plus dans ton bureau. Fall me l'a dit, sur l'honneur, dans le bureau du ministre de la Défense.
que ton bonhomme, ton voleur est venu tomber dans ton filet. Ils m'ont fait la guerre à cause de Cellou Dalein ici. Eux tous disaient de procéder à l'audit pour éliminer Cellou Dalein. J'ai refusé parce que je suis très réfléchi. Je me suis dit que le système de Machiavel, en ce moment, comme maintenant on parle, on aurait dit que le capitaine Dadis a créé l'audit pour éliminer Cellou Dalein. En ce moment, eux, ils font face à moi. Donc je me suis refusé. Ici, la presse en a parlé. Le programme d'audit est en cours. Voilà, un autre événement vient tomber. Il laisse ses collègues. Pourquoi ne pas rester? Il reste aux États-Unis, aux Nations Unies, il est au Quai d'Orsay, il est à Bruxelles. Il laisse ses collègues ici. Tout ça pourquoi? Parce que, et c'est pourquoi il est acharné, il parle de justice et il sait que s'il y a ça, si les militaires ont un côté, les autres leaders ont un côté, c'est-à-dire les leaders politiques, parce qu'il y a le code de conduite. Lorsqu'on organise une marche, si la marche est pacifique, et si la marche était pacifique, sans porter préjudice aux édifices, sans se saisir des guerres, sans brûlure, que ces hommes partent, même s'ils avaient défoncé le stade, marcher dans la pacificité, je crois que là aussi, c'était pardonnable. Mais du moment que les commissariats de police ont été saccagés, les armes de guerre ont été prises, tous les documents de l'État ont été jetés par-ci, par-là, donc les leaders, d'une part, ont été à la base parce que simplement, ils n'ont pas su cadrer leurs hommes. Et si la loi peut pencher à ce côté, Alpha Condé, il se dit aujourd'hui, il est heureux. C'est pourquoi il est en train d'errer dans la nature, vers les États-Unis, un peu partout, pour parler de force d'interposition et pour parler de ceci, de cela, parce que, il est très méchant, parce que c'était une forme d'éliminer les autres. Les autres actuellement, ils sont blessés. Et lui, est-ce qu'il est blessé? Alors c'est comme ça qu'il a joué l'agression de 1970, la rébellion, le mouvement... 1970, l'agression portugaise contre la Guinée, il était au large. Et le mouvement 2002, 2000, la rentrée des rebelles tout au long de la frontière, il a été arrêté, il a été jugé par le tribunal d'ici. Il a été condamné. Et donc, il est habitué. Voilà que ce troisième événement, il s'est échappé parce qu'il en a de l'expérience. Mais une expérience méchante, dangereuse contre sa nation. Un homme qui a un casier judiciaire aussi important, il a un casier judiciaire. Il n'a pas eu l'amnistie. Il a été gracié. Mais il a été gracié. Nous sommes dans un régime d'exception. Nous sommes dans un régime d'exception parce que c'est un habitué de fait. Et ce qui vient de se produire, la loi peut le condamner. Alors, mais cet homme qui est assis, il faut que vous cherchiez, il faut que le peuple cherche. Il est en train de raconter des bobards. Il parle tantôt de forestier. Je suis forestier, c'est grâce aux forestiers que le mouvement rebelle a été combattu. Il y a ces valeurs, je les possède. Et tous les militaires en ont, que tu sois maintenant. Ce n'est pas seulement les forestiers qui ont combattu tout au long des frontières. Les Peuls ont combattu, les Malinqués ont combattu, les Soussous ont combattu. Et donc, l'Afrique a ses valeurs. Alors quand il a fait allusion à tous ces facteurs, mais est-ce que les éléments qu'il est en train de parler, tout ça, c'est moi qui les ai incorporés dans l'armée? Donc c'est un homme qui a des faits habitués. C'est un habitué de faits. C'est un homme dangereux. Et voilà, aujourd'hui, ils sont dépistés. Il faut donc aller à l'extérieur, à l'Hexagone, aux États-Unis, fustiger l'image du CNDD. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était le système de Madagascar. C'est-à-dire, au moment où ils ont saccagé, les partisans ont saccagé les édifices, se saisir des armes de guerre. Pour eux, toute la population allait se soulever. Allait suivre le mouvement. Il fallait quoi? Créer une insurrection? Une insurrection, la population se lève, et puis éventuellement peut-être aussi l'armée, et donc le départ du président, comme ils ont fait à Madagascar. Mais ils se sont levés, une bonne partie de la capitale, si ce n'est pas cette bretelle qui est restée,
Donc ils ont échoué complètement. Voilà le système machiavélique que ces leaders qui ont été par leur patron Alpha Condé. Lorsqu'il a parlé, je ne l'ai jamais répondu. Oui. Un jour, il est même passé aux antennes. Il dit, le président Dadis, il est malade. Il m'a qualifié, il dit que je suis malade. Les gens m'ont demandé, j'ai dit non, laissez-le. Son âge, il est perturbé. Alors, c'est son fils qui est là. C'est nous qui avons véhiculé leur message à l'université. Alors donc, l'âge, j'ai dit laissez-le. Il a raison. Donc, il veut passer par tous les moyens, coûte que coûte, goutte que goutte. Si ce n'est pas le pouvoir, Alpha Condé ne sera jamais rassasié. Même si on fait une concession, vous dites à Alpha Condé d'être Premier ministre, il ne fera pas. Il ne le fera pas. 50 ans, il lutte à avoir le pouvoir. Donc, il se dit que c'est sa dernière chance. Oui. 72 ans par rapport à cette génération. Alors, donc c'est pourquoi je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas. Monsieur le Président, on a beaucoup parlé de politique, parlons un petit peu de vous. On vous connaît mal, hein. On vous connaît par les images qui nous arrivent de Guinée, mais vous, d'où vient cette... Est-ce que vous avez imaginé un jour dans votre parcours être à la place que vous êtes? C'est pour vous dire que quand je parle du destin, pourquoi j'ai appelé un de mes instructeurs et pourquoi j'ai parlé du ministre de la Défense? C'est eux qui nous ont donné les cours de commune de base, demi-tour droite. Je n'ai jamais pensé en commune de base. Non. En commune de base, quand d'ailleurs il était question même de recruter des gens pour le corps Parachutus, lui il a été recruté, tout le monde a fui. La commune de base, personne n'en dormait parce que personne ne voulait faire ce corps. Donc, la commune de base, personne ne pouvait imaginer, même moi qui vous parle, je ne pouvais pas imaginer aujourd'hui que je pouvais être à cette place. On a fini la commune de base. Je suis allé en Allemagne, j'ai fait le cours officier. Après le cours officier, j'ai passé à l'université de New York-Biberg. Et puis, je suis revenu. Je suis allé au contingent. Mais à un certain moment donné, le destin m'a poussé à penser à aller faire le cours de parachutiste commando, 2e niveau. Et quand l'acte est sorti, tout le monde a dit, mais pourquoi le capitaine Dadis laisse? Alors, il juge nécessaire d'aller faire le cours de parachutiste commando en Allemagne. Ça a été un problème. Personne ne pouvait imaginer. Et je suis allé. C'est pourquoi l'homme, c'est le cœur. J'ai tenu, j'ai fait mon cours de parachutiste commando accompagné du cours de capitaine, avec la brigade franco-allemande, et puis les Belges avec les Américains. Je suis revenu, je vous ferai montrer quoi, je vous ferai voir toutes ces photos. Et je suis revenu, mes détracteurs ont dit que je suis venu pour un coup d'État. J'ai été emprisonné, l'emprisonnement, et le feu général Lansana Conté, que je puisse dire cet homme m'a sauvegardé. C'est vrai. Ils m'ont taxé de tout. De là-bas, ils m'ont envoyé à l'état-major. À l'état-major, je suis resté, il y a eu la première grève. Que je parle que c'est les mêmes leaders. Janvier, février. J'étais au camp des parachutistes, au bataillon. C'est là-bas où je devrais saisir le pouvoir. Mais il y avait déjà assez de morts. Et donc, progressivement, je n'ai jamais pensé, parce que si j'avais pensé que je serais président, peut-être j'allais saisir la première occasion, la première grève. Le deuxième événement, j'étais avec cet homme. Quand les hommes sont venus, tous les généraux avaient pris la fuite. Les gens m'ont dit d'aller passer un communiqué pour prendre le pouvoir. J'ai dit aux enfants, non. Si le général Lansana Conté est humilié, ce n'est pas en tant que lui. Mais ce serait toute la Basse-Côte. Parce que la Basse-Côte a soutenu Sékou Touré, 26 ans. Et pourquoi pas lui? J'ai donc consolé les militaires. Le troisième événement, c'était la même chose. J'ai refusé le pouvoir. J'ai appelé le ministre de la Défense. J'ai dit ce pouvoir, je crois que le feu général Lansana Conté ne peut pas aller dans l'humiliation. Quel pouvoir? Nous allons prendre un pouvoir, ça va être une guerre ethnique. Ce n'est pas le feu général Lansana Conté en tant que tel, mais parce que la Basse-Côte a reçu toutes les autres identités culturelles ici. C'est un peuple qu'il faut respecter. Si un de leurs fils est là, un fils ne peut pas être
à tout moment parfait. Il faut qu'on se patiente. Nous nous sommes patientés dans cette grande stratégie et c'est pourquoi la prise du pouvoir a été effective parce que ces hommes savaient déjà qui devrait être président. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à le prendre? Vous avez laissé plusieurs occasions passer. Oui. D'un seul coup, vous dites, ça y est, il faut prendre. Voilà. Et ce qui m'a motivé, j'avais déjà informé toute la troupe. Et c'est pourquoi je respecte le feu général Lassana Conté. Parce que c'était un homme réfléchi. Un jour, quand il y a eu cette grande mutinerie ici, le tout dernier mouvement, dans son palais, j'ai pris la parole en 20 minutes. En ce moment, Kouyaté venait de quitter, c'est Soirée qui était là. J'ai dit à cet homme que nous nous sommes refusés pour changer le régime. Parce qu'on le fait, Dieu ne va pas nous donner la chance. Vous avez souffert, vous êtes malade, votre état ne vous permet pas. Mais je vais vous dire, mon général, après vous, nous n'allons pas, vos fils ne vont pas se laisser faire. C'est un homme réfléchi. Il pouvait se dire, mais en quoi ce jeune garçon parle? Il savait, c'était un grand stratège, il savait qu'aucun de ses compagnons n'allait se saisir du pouvoir. Et donc, j'avais un objectif. Avec le ministre de la Défense, avec nos compatriotes, avec les hommes. Nous nous sommes dit que nous allons respecter le général Lassana Conté jusqu'à le jour où il va rendre l'âme. Le jour où le feu général Lassana Conté a rendu l'âme, ce jour, j'étais au camp, je crois que c'était vers 17 h. Mais j'avais des intuitions un peu. J'avais un sixième sens. J'ai quitté vers 15 h. Je suis allé voir mon ami qui est Dr Zabat, qui est mon médecin, mon ami en même temps. De là, je suis allé voir le ministre d'État, qui est un ami d'enfance. Et je suis allé directement voir le ministre de la Défense, mon collègue, parce que je passe, chaque fois que je veux aller à la maison, je passe souvent, et puis on se communique, on arrête les stratégies. C'était une stratégie. Je suis allé le voir, j'ai dit, mais mon ami, aujourd'hui, le vieux n'est plus parti au village, parce que le vieux avait dit qu'il allait partir au village et que ses enfants allaient le rejoindre, de ne pas venir. J'ai dit, mais le vieux n'est pas parti. J'ai dit, la situation, je n'ai rien compris. Au même moment que je quitte, pas plus de 30 minutes, j'étais avec mon ami. Il y a un soldat qui m'appelle, il appelle mon colo, un de nos hommes qui a la transmission, il appelle le capitaine et dit, il dit au président, il dit au capitaine que le président est mort. Comme ça, il me dit, il paraît que le président est mort. Je dis, quoi? Que la radio a annoncé. À l'instant, j'ai dit, aujourd'hui, la vie ou la mort. On a respecté cet homme. C'est un pouvoir générationnel. De là, je suis quitté. Avant que je ne rentre à la maison, c'était envahi par les militaires. Je rentre, je me prépare. On a continué et nous sommes venus. Le ministre de la Défense, on s'est communiqué, et Marturin et également les autres, on s'est retrouvés la même nuit. On n'a même pas cherché pendant que le président de l'Assemblée était là, tous les ministres, leurs 4x4 étaient en train de faire. Il avait même rédigé un communiqué, ça passait, ça ne nous a pas intéressé. On a mis les dispositifs, on a foncé directement à l'information, on s'est saisi de la situation. Qui on va demander? On a demandé la communauté internationale, on a demandé un pays, on a demandé le peuple. C'est aujourd'hui maintenant que les gens vont dire ceci, cela. La Guinée appartient qu'aux Guinéens. C'est en ce moment qu'on a dit la vie ou la mort, ou le pouvoir ou la mort, parce que c'est notre temps. C'est un pouvoir générationnel. On a été patient. Et quand on a pris le pouvoir, il n'y a pas eu effusion de sang. Tout le peuple s'est mobilisé pour nous soutenir. Et voilà un peu ce grand souvenir. Chaque fois que je pense à ce grand souvenir, je n'aurai plus jamais un honneur, jusqu'à ce que je quitte le pouvoir par rapport au jour, à l'avènement du pouvoir. Même ceux qui sont morts là aujourd'hui, eux tous m'ont accompagné. On a fait le tour de la ville, on est revenu. Quand je pense à ça, je demande simplement à Dieu, si Dieu, j'ai eu le cœur de dire un seul jour, de braquer l'arme pour le tuer, Dieu retourne à ma progéniture. Mais si je n'ai pas sorti de ma bouche pour dire, allez tuer, Dieu va me grandir, il grandira mes enfants, il grandira ma progéniture. Parce que je sais qu'un jour, je m'en irai, je mourirai un jour. Mais j'ai besoin
de quoi j'ai besoin de laisser quelque chose que j'ai tant défendu, la paix, que j'ai tant évité, les mouvements d'insurrection, l'intoxication. Mais le destin étant là, avec un héritage amer, 50 ans, une armée qui n'est pas structurée en 8 mois. Et c'est pourquoi je parle qu'il y a des éléments incontrôlés. Même le sergent peut être incontrôlé. Même l'officier supérieur, même le commandant qui est assis, il n'a pas un tableau, un organigramme. Même le capitaine, tout le monde est incontrôlé. Le colonel, le général, il ne contrôle pas si les commandants de compagnie ou les chefs de corps. Non, ce n'est pas seulement les soldats. C'est un héritage très amer. 50 ans, en 8 mois. Nous sommes tous engagés dans le patriotisme et nous sommes assis sur l'espoir. Mais pas parce que les soldats, l'armée a peur de moi. Non, l'armée n'a pas peur de moi. Ces hommes-là n'ont pas peur de moi, qui sont là. Non, ils me respectent, ils ont du respect pour moi. Ils savent que j'ai souffert avec eux parce que j'ai arrêté 3 mouvements qui devraient envoyer le feu général Lansana Conté. 3 mouvements qui allaient plonger la Guinée dans la guerre. J'ai souffert avec eux au front, en Sierra Leone. Je n'ai jamais eu une vie, ma vie a toujours été avec les hommes. Je n'ai jamais mené une vie ostentatoire. Voilà ce grand sentiment que ces hommes-là ont pour moi, même mes instructeurs. Mais ce n'est pas ma puissance. Ce n'est pas parce que j'ai tapé la poitrine pour prendre ce pouvoir. C'est pourquoi j'ai demandé un jour aux leaders, ceux qui veulent le pouvoir, qu'ils viennent que je leur donne des cours, des enseignements. Et cette armée est difficile à gérer, même cette nation guinéenne. Parce que pour gérer une nation, il faut tenir compte d'une armée républicaine. Pourquoi ils se sont refusés de construire les camps? Ce n'est qu'actuellement, en 8 mois, on est en train de faire des réalisations au camp, dans les camps. Peut-être que vous aurez l'opportunité de voir. 50 ans, ils n'ont pas su caserner les hommes. 50 ans, les hommes ne sont pas habillés. Vous voyez, l'habillement, chacun s'habille comme il veut. En 8 mois, je peux changer ça. J'ai les moyens. D'abord, c'est un problème mental. Il faut construire, il faut loger le soldat, le militaire. Et pour dire au militaire, il ne faut pas aller avec l'arme chez toi. Le militaire doit avoir son logement au camp. Est-ce que les militaires sont logés? On peut faire la reconstruction des camps militaires. À Caen, en 8 mois, on peut faire la construction des camps, loger les militaires, réintégrer les armes, leur créer des hôpitaux militaires, leur entretien, leur donner l'instruction, l'équipement, la logistique, l'instruction civique. Cependant, je suis acculé par les leaders pour le problème des élections, élections. J'ai dit 2010. Ils ont dit non, 2009. C'est pourquoi il y avait un chronogramme. On est resté à évoluer. Eux-mêmes, ils ont fait ce qu'on appelle le comité ad hoc. Au lieu maintenant de 2009, ils ont dit 31 janvier 2010, où il y avait une partie des forces vives, soi-disant forces vives, mais des leaders politiques, et une partie du CNDD. CNDD, c'est mon instructeur que je l'ai pris avec... voilà. C'est lui que j'ai pris, qui a seulement représenté le CNDD et le colonel Morsiré. Tout le reste, j'ai dit les civils. Pour ne pas qu'on dise que le président d'Addis a envoyé 5 ou 8 personnes ou 10 personnes membres du CNDD. Tout ça là, je l'ai fait. 31 janvier, élection présidentielle. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous appelez à un gouvernement d'union nationale. Vous m'avez dit tantôt tout à l'heure, vous êtes prêt à travailler avec tout le monde. Vous appelez tout le monde à venir, à s'asseoir, à discuter pour essayer de trouver la voie la meilleure pour la Guinée. Pour vous dire, même si c'est aujourd'hui mon frère Alpha Condé, c'est un frère à moi. Et tous ce sont des frères à moi. Les Dalins. Les Dalins, ce sont tous des frères à moi. Même lorsqu'ils partaient, je l'ai adressé au commandant propre rétablissement. Les FAL. On a vu des grandes contradictions. Le poste qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, je vais leur donner. Ils veulent la présidence, Monsieur le Président. Non, la présidence, si encore ils veulent la présidence, je le dis clairement, si ils veulent la présidence,
la présidence, s'ils peuvent, dans des circonstances actuelles, avec l'avis bien sûr, suivez, l'avis bien sûr, parce qu'ils ne sont pas seulement que les Guinéens. Il est aussi la capitale, les Guinéens de l'intérieur, avec l'avis des maires, des CRD et de la jeunesse. S'ils sont d'accord, si le peuple est d'accord, mais je leur rends le tablier. Monsieur le Président, vous avez fait en 8 mois plus que beaucoup en plusieurs années. Pourquoi vous arrêtez? Non, parce que je ne veux pas commander dans la guerre. Ça n'apportera à rien à ce peuple. C'est pourquoi j'ai demandé, puisque c'est ce pouvoir-là qu'ils cherchent. Ils ont dit que le président Dadis a confisqué tout le pouvoir. C'est pourquoi j'ai demandé un gouvernement d'union nationale, partie intégrante des leaders politiques, à tous les postes, quel que soit le poste. Tout le monde, sans exception. Même s'ils veulent le poste de présidence, le peuple va leur dire, bon voilà, on va leur donner la présidence. Mais si je suis président, c'est parce que le peuple veut. Le médiateur va être là. Le président Blaise Compaoré. Qui vous a appelé déjà? C'est moi qui dois l'appeler. C'est moi qui dois l'appeler. Parce que je ne le prends pas en tant que président. Non. Je ne le prends pas. Quand je suis devant le président Blaise, je ne le prends pas en tant que président. À dire président égal, ou capitaine égal, c'est mon aïeux. La tradition de l'armée, ton ancien est ton ancien. C'est mon aïeux. Je le dis ancien. Je l'ai toujours dit ancien, parfois je le dis aïeux. Ça, c'est la tradition de l'armée. J'ai ce grand respect pour cet homme. Parce que c'est un grand militaire. C'est un homme qui a de l'expérience. Qu'est-ce que je peux apprendre au président Blaise Compaoré? Qu'est-ce que moi je peux lui apprendre? Ils nous ont émerveillés pendant que nous étions à l'université, la révolution. Le capitaine Jerry Rawlings, ce sont des personnes que j'ai besoin de leur expérience. Je n'ai pas fait une histoire par rapport à eux. Le président ATT, le président Denis Sassou Nguesso. Quand je suis avec ces hommes, je ne suis pas président. Je suis leur jeune. Excellence, on arrive pratiquement à la fin de cet entretien. Juste une ou deux questions encore. Quelle est votre ambition pour la Guinée? Mon ambition, c'est ce que vous venez de voir. Pourquoi je me suis refusé de venir loger ici? Ici, là où on est assis. Mais j'allais habiter ici. Parce que toute cette grande cour-là, c'est ma souveraineté, ça. C'est la souveraineté du chef de l'État. Ça, c'est ma deuxième résidence. La première résidence, c'est en ville. Donc, j'allais occuper cette case et j'allais faire occuper mes enfants. Et d'ailleurs, même il ne serait-ce que cette case, il a au moins 5 à 6 chambres. Ma famille. Et puis je m'en garde avec moi. Mais pourquoi je me suis refusé? Le palais. Parce que si je suis dans une telle condition, je vois la souffrance de ce peuple, je ne peux pas dormir. Sans quoi il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas le luxe, qui n'aime pas le bonheur. Celui qui dit qu'il n'aime pas bien vivre, qui n'aime pas l'argent, il a menti. C'est un démagogue. Mais c'est un certain caractère qu'on inflige en soi-même. C'est le patriotisme. Cette influence de résister, c'est un caractère. Ce n'est pas donné à tout le monde. 22 millions de dollars, la prise du pouvoir. Je ne dis pas on. On a mis dans ma main. La société SAG? La société SAG. Le ministre de la Défense. Aucun militaire ne le savait. La prise du pouvoir. Aucun Guinéen n'allait le savoir. Peut-être le jour où j'allais quitter le pouvoir. Aucun militaire n'allait le savoir. J'ai dit les 22 millions, merci. Et parce qu'il n'est pas venu pour me corrompre. En toute sincérité. Il est venu pour dire, président, puisque vous avez pris le pouvoir, et on sait que les caisses sont vides. Les 22 millions sont là. Vous allez essayer d'entretenir la troupe et vous allez essayer de résoudre les problèmes. J'ai dit grand merci. C'est un acte. Mais je leur ai dit, les 22 millions, grand merci. Mais fin mars,
il faudrait que tu envoies les relevés. Et fin mars, ils ont envoyé les relevés, ils ont mis dans le compte, j'ai montré au peuple de Guinée, à la télévision, j'ai montré à tout le monde. Les 22 millions encore existent. Quand le prostitué Djerim, le marchand journaliste de Jeune Afrique, parle de 800 milliards, un homme qui refuse 22 millions de dollars, imaginez 22 millions de dollars, évalués en francs guinéens. Est-ce qu'un opérateur économique de quelque nature aujourd'hui en Guinée, même quelqu'un peut me donner 2 millions aujourd'hui pour me corrompre, 22 millions où je me suis refusé, pourquoi alors être affairiste? Voilà, ce sont des valeurs. Pourquoi refuser d'y habiter? C'est parce que mon peuple, tant que je ne donne pas l'eau et l'électricité, je ne suis pas à l'aise. Tant que mon peuple, je ne vois pas l'amélioration des conditions de vie de mon peuple dans un bureau somptueux, dans une villa somptueuse, comme vous venez de voir. C'est de l'abstinence. Le patriotisme appelle le patriotisme. On ne part pas au marché pour l'acheter. C'est dans les veines, c'est héréditaire. C'est culturel. C'est culturel. J'ai été éduqué par un père analphabète qui n'a jamais été à l'école. Il a simplement fait ses services militaires à la marine. Il n'est jamais parti à l'école. Quand il est revenu, il a été un chauffeur. Je suis le fils d'un chauffeur. Le fils d'un chauffeur analphabète. Ex-chauffeur du président du tribunal, l'actuel président de la Cour suprême, aboli. Mon père a été le chauffeur du père d'Aboli. Le fils d'un chauffeur. Cet homme m'a inculqué une culture. Cet homme m'a éduqué. Il m'a montré l'honnêteté, la sincérité. Il m'a prouvé que l'homme n'est rien par rapport à ses idées. Il m'a laissé quelque chose. C'est cette chose qui a fait que tous ces hommes, toute l'armée guinéenne, mes chefs, les militaires, m'ont pris avec les deux bras pour me hisser aujourd'hui à la tête de cette nation. Une famille modeste que vous aurez l'occasion de connaître. Je suis né dans une case. Dans une case. Très malheureusement, après la mort de mon père, cette case est déjà détruite. Dans une case. J'ai eu une éducation. Je ne l'ai pas volé au marché noir. C'est ce qui caractérise. C'est ce qui fait ma fierté quand je parle. C'est ce qui fait que je n'ai pas l'ambition de pouvoir. Parce que cet homme m'a prouvé que le pouvoir, l'argent n'est rien. C'est pourquoi je refuse de venir ici pour ne pas me cramponner, pour ne pas être un obsédé de pouvoir, pour ne pas avoir des envies. Lorsque un jour, le peuple va me dire, ou par le destin que je quitte le pouvoir, que je puisse aller dans mon village, à Zérekore, à Koulé, Yaketa, dans le nom de mon grand-père, pour aller dans la plantation, en train de contempler la nature, parce que je sais qu'un seul jour, je serai un jour, quel que soit le temps, je mourrai. Et aussi quand je lis, parce que à l'école primaire, je lisais le Coran. J'étais encore petit, je ne connaissais pas la signification. Mais chaque fois que je lis le Coran, traduit en français, je lis la Bible, je me réfère à Salomon. Salomon dans la Bible. Personne au monde ne sera plus riche que Salomon. Tout est vanité, vanité des vanités. Salomon a demandé à Dieu, tu m'as donné toutes les richesses au monde. Tu m'as donné l'or. Tu m'as donné des enfants. Tu m'as donné un honneur. La seule chose que Dieu, je demande que tu me donnes, c'est la sagesse. Voilà, ça c'est pas venu comme ça. Je suis lié à ça. C'est pourquoi tout ce que les hommes tournent, machin, quand j'ai ma Bible, c'est de mettre cette Bible-là. Quand je serai dans mon linceul, je peux mourir naturellement, tout comme je peux mourir d'une autre manière, parce que c'est Dieu qui sait quand, à quel moment je mourrai. Et quel que soit, même si je disparais, quelle que soit la façon dont je vais mourir, mais c'est que les musulmans vont prendre le Coran, les chrétiens prendront la Bible,
pour prier pour mon âme. Parce que quand tu meurs, ce n'est pas le corps qui est important, ton âme est chez Dieu. Voilà, je suis assis sur ça. C'est pourquoi le palais, j'ai refusé. Une question sur les Guinéens de l'extérieur. Actuellement, on est en train de faire des recensements. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des pays qui sont exclus de ce recensement. Je prends l'exemple du Canada, où pourtant vous accordez une grande importance à la contribution et à la participation. Une grande importance, le Canada, même si l'équipe descendait aujourd'hui pour me dire que le Canada n'a pas été recensé, et dès maintenant d'ailleurs, je prendrai toutes les dispositions, le ministre de l'Intérieur, si le Canada n'est pas dans le schéma, immédiatement on envoie des éléments au Canada. Tous les Guinéens de l'étranger, c'est pour cette raison que j'ai créé le département des Guinéens de l'étranger. Même vous, je n'ai pas besoin de vous. Non, vous, en toute sincérité, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Vous ne pouvez rien me donner. Si vous avez des millions, si vous avez tout, gardez pour vous. Mais j'ai besoin de votre fils. Parce que ce sont ces enfants-là qui vont me reconnaître. Vous pouvez ne pas me reconnaître. Parce que votre âge, à un moment donné, vous pouvez faire la politique. On peut être des concurrents en idée, même étant là, on peut s'opposer en idée. C'est pourquoi je dis que, à commencer par vous, tous les Guinéens, je n'ai pas besoin de vous, je ne veux même pas que vous m'appréciez. C'est pourquoi je ne cherche même pas à vous écouter. Je ne vous écoute pas, hein. Je ne lis pas à l'Internet. Non, je dis à tout le monde, l'Internet, je ne vois pas l'Internet. Même les journaux. Les journaux, je ne lis pas les journaux parce que ça peut me distraire, ça peut me donner la haine. Ça peut me conduire à la haine. Ça peut me décourager. Ce sont vos fils qui vont me reconnaître. En ce moment, je serai mort. Les enfants des Guinéens de l'étranger et nos enfants qui sont là, ils vont bâtir cette nation. Pour le moment, nous sommes tous des sacrifices. Il faut qu'on se sacrifie. Nous sommes des sacrifices. Je peux dire, on est tous entachés de par-ci, de par-là. On a de la confusion dans notre esprit. Et vous et moi, nous avons de la confusion. Cette confusion, il faut l'idéal, qu'on enraye complètement l'injustice sociale, qu'on préserve nos richesses minières au profit de nos enfants. C'est pour cette raison, parfois, j'ai des réactions instantanées. 50 ans, un pays aussi riche comme ça, tous les leaders aujourd'hui qui parlent, ils ont fait des comptes offshore, des paradis fiscaux. C'est pourquoi je dois combattre ça. Et j'attire tous les investisseurs étrangers. Aucun contrat ne se fait actuellement entre un investisseur étranger et un ministre. Ça se fait